Sa fille l'a chassé, mais elle cachait 1,7 million de dollars. Rosa avait 68 ans. Quand sa fille Clara lui demanda de quitter la maison, il n'y eut ni cri, ni pleurs, seulement le bruit sec de la poignée se refermant derrière elle. Un clic. Assez, car il y a des silences qui déchirent plus que 1000 insultes. Elle sortit en portant 2 vieilles valises, une dans chaque main. Elles n'avaient pas de roues, elles étaient lourdes, en toile renforcée avec des coutures au bord de la déchirure. Elle les souleva avec effort, les bras tendus et la poitrine serrée. Elle portait ce qu'elle avait sur elle et une dignité vacillante, mais qui ne tombait pas. Clara ne la regarda pas dans les yeux. Elle était sur le seuil, les bras croisés et une expression tendue. Derrière elle, Rory, le mari de Clara, tenait le bébé dans ses bras comme si de rien n'était. Maman, on en a parlé. Nous ne pouvons plus te maintenir. C'est trop, dit Clara. Sa voix était basse, presque monotone. Rosa ne répondit pas. Des années auparavant, elle avait cessé de compter les fois où elle s'était privée de nourriture pour que Clara ait une assiette pleine. Elle avait travaillé sous le soleil, sous la pluie, nettoyant des maisons étrangères, frottant des sols, lavant le linge des autres jusqu'au sang. Tout pour sa fille. Et maintenant ni une larme, ni un câlin. Elle fit demi-tour. Lentement. Le poids des valises n'était rien comparé au poids qu'elle portait. À l'intérieur. Elle avança par petits pas, traînant son âme. En arrivant au coin de la rue, déjà hors de la vue de sa famille, elle expira brusquement et alors oui, éclata en sanglots, silencieux, désespéré, étouffé dans la gorge. Comme quelqu'un qui ne pleure pas de tristesse, mais d'une perte beaucoup plus profonde, elle oublie. Les valises reposèrent un instant sur le sol. Rosa porta ses mains à son visage et trembla. Personne ne la voyait. Et c'est pour cela qu'elle put enfin pleurer. Ce que Clara ne savait pas, ce que personne ne savait, c'est que Rosa n'avait pas perdu son travail. Elle avait pris sa retraite de son plein gré. Le rhumatisme aux mains ne lui permettait plus de plier le linge sans que les os semblent craquer. Et bien que son patron lui ait proposé de continuer à la payer en espèces pour des tâches légères, Rosa préféra partir le dos droit dans son vieux sac en toile. Caché entre des papiers et un carnet usé, elle portait une carte bancaire d'une banque peu connue. Le compte était à son nom depuis 23 ans, quand elle hérita d'un terrain sec, oublié à la périphérie de la ville. Tout le monde disait qu'il ne valait rien, qu'il n'avait ni eau, ni électricité, ni accès, qu'elle devait le vendre pour ce qu'on lui proposerait. Mais Rosa ne le vendit pas. Chaque année, avec effort, elle payait les impôts, même lorsqu'elle dut mettre en gage son alliance. 2 mois avant cette porte fermée, un ingénieur arriva à son ancien bureau de nettoyage demandant après elle. Il cherchait précisément ce terrain juste au milieu d'une future ligne de chemin de fer. Ils lui firent une offre millionnaire. Rosa ne demanda qu'une chose. Peut-on garder cela privé? 3 semaines plus tard, 1,7 million de dollars furent déposés sur un compte des investissements silencieux géré par une fondation sans nom. Elle ne dit rien, ni à Clara ni à Rory. Ce soir-là, Rosa n'alla pas à un hôtel. Elle se dirigea vers un refuge pour femmes âgées dans le quartier de San Lorenzo, non pas parce qu'elle en avait besoin, mais parce qu'à cet endroit, entre
Des lits en fer et des couvertures rugueuses. Se trouvaient celles qui avaient aussi été abandonnées par leur famille. Elle porta ses valises jusqu'à la chambre la plus éloignée et les laissa reposer dans le coin. Elle partagea son dîner avec une femme sans dents. Elle écouta les histoires d'autres femmes comme elle, invisibles, résistantes. Et dans ce coin oublié, Rosa se sentit à nouveau vue. Le lendemain, elle marcha avec les valises à la main jusqu'à un vieux bâtiment en ruine, caché parmi les arbres et le silence. Il avait des fenêtres brisées, le toit affaissé et des mauvaises herbes jusqu'à la taille. Elle l'acheta en espèces. Personne ne sut que c'était elle. Un mois plus tard, sous le nom solde Esperanza S.A., en tant que propriétaire, le lieu renaquit. Toit neuf, lit propre, douche avec eau chaude, cuisine équipée, panneaux solaires et un potager. Sous le soleil. Personne ne sut qui avait payé pour cela, et c'était exactement ce que Rosa voulait. Elle ne cherchait pas la vengeance, ne voulait pas de gros titres. Ni dommage. Elle désirait seulement créer un endroit où personne n'était rejeté pour vieillir, tomber malade ou ne plus être utile. Elle commença à parcourir les hôpitaux publics, les foyers pour enfants, les cantines communautaires. Elle aidait sans visage, donnant à partir de fondations qui ne portaient pas son nom. À chaque don, elle laissait une note manuscrite pour que personne ne soit laissé pour compte. Un an plus tard, elle ouvrit officiellement la cantine La Table de Rosa. Ce n'était pas luxueux, mais chaleureux. Il y avait du pain fraîchement cuit, de la soupe chaude, des bénévoles qui savaient écouter. On ne demandait aucune pièce d'identité. Personne n'avait à prouver un besoin. Il n'y avait qu'une pancarte à l'entrée qui disait « Ici, tout le monde a une place ». Pendant ce temps, Clara vivait une histoire différente. D'abord, ce fut l'augmentation du loyer. Puis Roré quitta son travail. Le bébé tomba malade. Les dettes augmentèrent. Les jours devinrent plus gris. Clara tenta de demander de l'aide à des amis, connaissances, membres de la famille, mais personne ne répondit. Une nuit, Roré partit. Il ne dit pas au revoir, laissa seulement un message vocal. Je n'en peux plus. Clara vendit le peu qui restait. Désespérée, elle termina dans un refuge avec son fils dans les bras. Un après-midi, marchant sans but avec une bouteille d'eau chaude et un sac de couches, elle vit un mur blanc. Sur celui-ci, des mots gravés à la main, la table de Rosa. Ici. Tout le monde a une place. Elle entra. L'odeur du pain l'enveloppa comme une couverture. Les enfants rient. Les personnes âgées jouent au domino. Une femme brune, petite et au regard ferme, servait la soupe avec des mains sûres. Clara ne la reconnut pas immédiatement, mais Rosa si. Elle ne dit rien, plaça simplement un bol de soupe devant elle. Clara la regarda, confuse et éclata ensuite en sanglots. Rosa ne l'embrassa pas, ne la gronda pas, murmura simplement, « Il fait froid, reste. » Et pour la première fois, Clara comprit ce que sa mère avait fait. Ce n'était que le début. Cette nuit-là, Clara ne dormit pas. Dans une des chambres du deuxième étage de la table de Rosa, avec son fils blotti à ses côtés, sous une couette tricotée à la main, elle fixa le plafond pendant des heures. La couverture ne suffisait pas à couvrir le froid qui venait de l'intérieur. Dans sa tête, les souvenirs s'accumulaient, les mains de sa
Mère craquelée par le savon. Repassant son uniforme scolaire, le rire chaleureux de Rosa lorsqu'elle cuisinait du Rio. Lait et l'image finale, celle qui la poursuivait depuis un an, de ça. Mère portant 2 lourdes valises. S'éloignant sans dire un mot. Elle pensa à demander pardon, à s'agenouiller, à expliquer que tout lui avait échappé. Mais quelque chose lui disait qu'aucun mot ne suffirait. Les blessures que l'on cause par indifférence mettent beaucoup de temps à guérir, même quand l'amour est présent. Le lendemain matin, elle descendit à la cuisine. Rosa n'était pas là. À sa place, une jeune femme au visage aimable lui offrit du café chaud et du pain fraîchement cuit. Clara demanda où était sa mère. Doña Rosa part tôt, répondit la jeune fille. Parfois elle va à l'hôpital, parfois au centre communautaire. Elle revient toujours avant la nuit. Clara se proposa pour aider. Elle lava la vaisselle, nettoya les tables, balaya le sol. C'était le minimum. Pendant ce temps, elle observait les bénévoles. Tous semblaient se mouvoir avec un rythme tranquille. Comme s'ils appartenaient à cet endroit depuis toujours. Personne n'élevait la voix, personne ne donnait d'ordre. C'était comme si chaque geste avait un but, celui de faire sentir aux autres qu'ils comptaient. 3 jours passèrent. Clara, en silence, travaillait. Son fils jouait dans le jardin arrière avec des enfants qui riaient et couraient sous le soleil. Rosa apparaissait l'après-midi, mais sans s'approcher trop. Elle saluait d'un geste, demandait si tout allait bien et poursuivait ses tâches. Jusqu'à ce qu'un jeudi, pendant que Clara lavait quelques plateaux dans la cuisine, elle entendit une voix familière. Derrière elle. Tu fais un travail impeccable. C'était sa mère. Elle était debout, avec un tablier propre et un sac de légumes à la main. Clara se retourna, mais ne sut quoi dire. Maman. Rosa l'interrompit d'un léger mouvement de tête. As-tu mangé? Clara hocha la tête. Rosa posa le sac sur la table, sortit des tomates, des carottes, des gousses d'ail. Tu aimes toujours cuisiner. Clara baissa les yeux sur ses mains calleuses aux doigts rugueux. Elle acquiesça avec un sourire timide. Oui, parfois. Alors mets un tablier, dit Rosa. Aujourd'hui nous faisons des lentilles. Ce fut un moment simple, sans drame, sans réprimande. Mais tandis qu'elle coupait l'oignon. Ensemble, côte à côte, quelque chose à l'intérieur d'eux. Clara se brisa. Ce n'était pas de la tristesse, c'était du soulagement. Le sentiment que peut-être il était encore temps de réparer ce qui avait été brisé. Ce soir-là, après le dîner, Rosa l'accompagna dans une chambre différente, plus petite, mais chaleureuse. Elle avait 2 lits propres et un lit improvisé pour bébé. Cette chambre est à toi. Tant que tu en auras besoin, dit Rosa. Mais pas parce que tu es ma fille, mais parce que personne ne devrait dormir dans la Russie. Cela peut être évité. Clara s'assit au bord du lit. Je t'ai failli, maman. Rosa ne la contredit pas. Elle n'adoucit pas la vérité, elle s'assit simplement à côté d'elle, prit sa main et répondit calmement. Et je ne savais pas comment te dire que j'étais fatiguée. Un silence remplit la chambre différente de celui de ce départ. C'était un silence réparateur. Il ne faisait pas mal. Il permettait de respirer. Pourquoi ne m'as-tu jamais parlé du terrain, de l'argent? Demanda Clara.
Rosa prit un moment avant de répondre, car elle avait besoin de savoir qui serait avec elle si elle n'avait rien à offrir, seulement ma compagnie. Et cela en valait-il la peine? Regarde-nous, dit Rosa, en souriant à peine. Nous cuisinons ensemble des lentilles. Je suppose que oui. Pendant les mois suivants, Clara S. intégra complètement, organisa des cours d'alphabétisation, obtint des dons de livres, redessina le potager, créa un petit coin lecture, devint, sans s'en rendre compte, un pilier du lieu. Rosa l'observait de loin. Il y avait un changement chez sa fille. Avant, elle mesurait la valeur en stabilité, en confort. Maintenant elle la mesurait en action, en utilité, en humanité. Un jour, tandis qu'elle nettoyait un dépôt, Clara trouva une vieille boîte en bois avec un cadenas rouillé. Puis-je l'ouvrir? Rosa acquiesça, sans rien dire. À l'intérieur, il y avait des lettres jaunes, des photos en noir et blanc, un carnet de notes et, au fond, une enveloppe scellée avec une écriture tremblante, pour ma fille si jamais elle me cherche. Clara l'ouvrit avec des mains tremblantes. Clara, si tu lis ceci, c'est parce que tu es revenue, parce que quelque chose en toi bat encore fort. Je ne t'écris pas pour que tu me demandes pardon. Je n'en ai pas besoin. Je veux juste que tu te souviennes que l'amour ne crie pas toujours. Parfois il reste silencieux, attendant de fleurir au moment juste. Tout ce que tu vois ici a été semé par de nombreuses mains. Moi, je n'ai mis que les premières semences. Maintenant c'est ton tour. Avec tout ce que j'ai été et tout ce que je suis encore. Maman. Clara lut la lettre 3 fois. À la fin, elle n'était plus la même femme qui était arrivée quelques semaines plus tôt avec un sac de couches et les yeux remplis de peur. C'était une autre, plus entière, plus présente. Rosa, elle, observait depuis le seuil. Elle ne dit rien. Ce n'était pas nécessaire. 2 ans passèrent. La table de Rosa grandit. Maintenant, il y avait des ateliers de couture, des cours de musique, des soins médicaux gratuits et des soirées cinéma communautaires. Les gens arrivaient de loin, attirés par autre chose que de la nourriture. Par la chaleur humaine, par la dignité qui y régnait. Et un jour, sans prévenir, Rosa remit à Clara un dossier. Qu'est-ce que c'est? Demanda-t-elle. Les papiers du terrain et ceux de la fondation sont à ton nom. Clara la regarda sans comprendre. Pourquoi? Parce que cela n'a jamais été à moi. Cela appartenait à toutes les personnes qui se sont déjà senties oubliées. Et tu sais ce que ça fait, tu sais comment les aider. Il est temps que tu prennes la relais. Clara la serra dans ses bras, pas avec culpabilité, pas avec douleur, mais avec tout le poids de l'amour qu'elle avait mis du temps à reconnaître. Cet automne-là, Rosa mourut paisiblement dans son lit, sans scandale, sans bruit, comme elle avait vécu ces dernières années dans le silence, mais avec impact. Les funérailles furent simples, mais le lieu était plein. Il y avait des enfants, des personnes âgées, des médecins, des enseignants, d'anciens collègues de nettoyage. Tous avec une histoire différente, mais avec quelque chose en commun. Rosa avait changé leur vie. Clara prit la parole à la fin. Elle tenait la lettre dans une main et le tablier de sa mère dans l'autre. Ma mère est sortie un jour par une porte qui s'est fermée sans bruit, mais a ouvert beaucoup d'autres et n'a jamais rien demandé en retour.
Si aujourd'hui nous sommes ici, c'est parce qu'une femme aux mains pleines de cicatrices a choisi la compassion alors qu'elle aurait pu choisir l'orgueil. Lorsqu'elle sortit de l'enceinte, les rayons du soleil illuminaient l'entrée de la cantine. Sur le bois gravé à la main, se trouvaient les mots que Rosa avait fait graver le jour où tout avait commencé. Les portes qui s'ouvrent sont plus fortes que celles qui se ferment. Clara leva les yeux vers le ciel et pour la première fois ne se sentit pas seule. Et souviens-toi, abonne-toi si tu penses qu'une mère ne devrait jamais être oubliée. Combien serons-nous encore à croire en la gratitude? Si cette histoire t'a plu, clique sur s'abonner. C'est gratuit et il n'y a aucune excuse. Sauf si tu veux être comme Roré, celui qui est parti quand on avait le plus besoin de lui. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'une leçon d'humilité et dis-moi dans les commentaires ce que tu aurais fait à la place de Rosa.